rapports que le philosophe entretient avec tout le monde, c'est-à-dire les autres membres de la société. Je dis, je répète, sur la base de ces éléments épars que nous aurons consignés dans notre brouillon, on pourrait s'amuser à avoir une introduction qui prendrait la forme suivante en essayant d'obéir autant que possible aux consignes que nous avons ensemble déjà fixées. Je commence par dire, pour répondre à cette question-là et pour faire l'amorce, puisque je sais que le sujet parle des rapports entre le philosophe et tout le monde, je dirais, c'est une démarche coutumière en philosophie que de s'interroger sur les rapports que le philosophe entretient avec tout le monde, c'est-à-dire avec les autres. Le sujet nous dit du philosophe qu'il dit en y pensant, là où les autres disent sans y penser. Par l'expression dire en y pensant, on entend développer une réflexion critique, observer un recul, une distance à l'égard des vérités, alors que dire sans y penser, c'est justement répéter, se suffire, se contenter des vérités déjà établies et admises par la société. Dès lors, le problème posé par le sujet est le suivant. Si on sait que le philosophe lui-même est membre d'une société, comment peut-il se démarquer de la foule pour dire en y pensant là où les autres disent sans y penser? Résoudre une telle contradiction nous amènera à répondre aux questions suivantes. En quel sens le philosophe dit-il en y pensant là où les autres disent-ils sans y penser? Première question. Deuxième question, le philosophe peut-il totalement échapper à l'emprise de la société pour revendiquer une liberté intellectuelle? Nous allons l'écrire pour que vous puissiez le fixer. Et donc, vous voyez que ce que nous disons est en parfaite adéquation avec les différentes étapes que nous venons d'énoncer, l'amorce, la position du problème et le plan. J'ai dit première étape, ça ne consistera pas à bavarder, comme vous avez l'habitude de le faire, de façon inutile, la philosophie néo en Grèce antique, blablabla. Bla, bla, bla. C'est pour éviter tout ce bavardage que je vous ai dit. Le séminaire auquel j'ai fait allusion a stabilisé des constantes, parmi lesquelles, première étape, je réponds à la question de quoi parle le sujet. On y va ensemble, même si j'écris relativement mal, on va dire, c'est une démarche dont la pensée est coutumière pour dire habituelle, une démarche dont la pensée est coutumière que de s'interroger sur les rapports, entre le philosophe et tout le monde. Vous voyez, en disant ça, tout le monde sait que je ne bavarde pas. Je parle des rapports entre le philosophe et tout le monde, donc j'ai dit de quoi parle le sujet. C'est une démarche dont la pensée est coutumière que de s'interroger sur les rapports entre le philosophe et tout le monde. Maintenant, comme une introduction n'est pas un alignement de phrases, comme une introduction n'est pas une juxtaposition de phrases, mais un alignement de sens, je dois me débrouiller pour qu'il y ait une suite logique et rigoureuse dans l'énonciation de mon propos. Et je mets un point-virgule. On dit du philosophe qu'il a la particularité de penser ce qu'il dit. On dit du philosophe qu'il a la particularité de penser ce qu'il dit, là où les autres
ne pense pas leur dire. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Définir les concepts clés qui sont déjà présents dans ma première phrase. Et c'est pourquoi je pourrais dire par l'expression. Parce que philosopher, c'est d'abord réfléchir sur les concepts. Et il est inadmissible qu'on puisse se mettre à disserter sans au préalable avoir éclairé les concepts fondamentaux du sujet. Donc je dis par l'expression, et je mets entre guillemets pour montrer au correcteur que je travaille sur les concepts du sujet, je mets dit en y pensant, désigne ou traduit un effort de réflexion critique, un effort de réflexion critique, une attitude de méfiance, alors que, je mets toujours entre guillemets, dit sans y penser, alors que dit sans y penser, que je mets toujours entre guillemets, signifie répéter après les autres, répéter à la suite des autres, ou encore, si vous préférez, se contenter, se suffire, se contenter à la suite des autres. Allah. À la suite des autres, se contenter des vérités déjà établies par la société. En disant ça, nous avons défini les concepts. Il reste maintenant à reformuler pour mettre en évidence. Nous avons dit à la suite, voilà. Voilà, c'est vrai. Ok. Ok. À la suite des autres, se contenter des vérités déjà établies par la société. Reste maintenant, comme je vous ai dit, à poser le problème carrément en disant ainsi, si on sait que le philosophe est membre de la société, comment peut-il se démarquer de tout le monde? Comment peut-il se démarquer de tout le monde pour penser de façon critique? Et donc vous voyez que vous avez posé le problème en disant, mais écoutez, le philosophe quand même, il ne sort pas du ciel, il ne pousse pas comme des champignons, comme dirait Karl Marx, il appartient à une société, et donc la difficulté, c'est comment le philosophe justement peut-il revendiquer une liberté intellectuelle par laquelle il se démarque de tout le monde pour penser de façon critique. Et comme c'est un sujet, nous l'avons vu en faisant la typologie des sujets du bac analytique, la première étape, on justifie, ça veut dire on se fait l'avocat de cette affirmation et on cherche à argumenter en quoi effectivement il dit en y pensant là où les autres disent sans y penser. Et après maintenant, on prend du recul par rapport à l'affirmation pour l'examiner de façon critique. Donc première question, on dira en quel sens le philosophe, excusez-moi d'abréger, en quel sens le philosophe dit-il en y pensant pendant que les autres disent sans y penser. Donc là, c'est presque une reprise du sujet mais sous une forme interrogative. En quel sens le philosophe dit-il en y pensant pendant que les autres disent sans y penser?
Et la deuxième question, par laquelle vous jetez un regard critique, vous dites, cette liberté intellectuelle du philosophe, cette liberté intellectuelle du philosophe, revendiquée par le philosophe, est-elle pleine et entière? Autrement dit, le philosophe peut-il être totalement libre à l'égard de sa société, pleine et entière? Et donc, vous voyez le piège, chers élèves, face à ce type de sujet, qui comporte toujours deux aspects. Je dis le piège absolu dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de penser que première partie de développement, le philosophe dit en y pensant, deuxième partie de développement, tout le monde dit sans y penser, c'est faux, ce serait grave. Il faudrait d'abord dans un premier temps justifier toute l'affirmation et ensuite dans un second temps chercher à la discuter. Et donc ce que nous avons là nous sert simplement de canevas. Et vous voyez bien que ce que nous avons dit est fidèle au dispositif que nous avons établi, l'amorce du sujet, de quoi parle le sujet, la définition des concepts, la mise en évidence du problème et les questions que vous déroulez pour prendre en charge et résoudre le problème posé par le sujet. Maintenant, le développement. Le développement, vous le savez, il consistera en une réponse à ces questions-là, mais bien entendu une réponse argumentée. Et l'un des pièges qui ruine souvent vos efforts, chers candidats au bac, c'est que vous avez une très mauvaise compréhension de la notion d'antithèse. Vous avez l'habitude de penser que, comme apparemment cela semble l'indiquer, il s'agit de dire d'abord une chose et ensuite de se donner le moyen de dire son contraire. C'est absolument impossible et malheureusement, très souvent, vous tombez dans ce piège. Vous faites une très bonne première partie, mais vous croyez dire le contraire de ce que vous aviez dit. Or, vous savez depuis Aristote et le principe de non-contradiction qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport. Donc, gardez à l'esprit ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que ce que vous appelez antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse. Ce qu'on appelle antithèse, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Dans l'antithèse, je conserve la thèse et ensuite je la dépasse. Je ne peux pas dire thèse, M. Tunkara est très beau. Antithèse, M. Tunkara est très laid. Ça tombe sous le sens. Donc, quand j'ai dit, on conserve ce qu'on avait dit et on le dépasse, après avoir dit thèse, M. Tunkara est très beau, antithèse, vous dites, même s'il est très beau, il aurait pu être plus beau s'il était tel, s'il était tel. Vous avez conservé qu'il était toujours très beau, mais que vous l'avez dépassé. Ce qui est rigoureusement inadmissible, c'est ce que j'ai dit, que vous puissiez dire dans la deuxième partie ou la tête adverse que M. Tunkara, après avoir dit qu'il est très beau, que M. Tunkara est très laid. Et donc, cela vous permet d'être fidèle un peu à la perspective du sujet. C'est vrai que le sujet est un champ ouvert, je suis d'accord. Et surtout les sujets que vous avez au bac. Il est absolument rare, pour ne pas dire que ça ne s'est presque jamais produit, qu'un sujet vous enferme dans les limites d'une seule leçon. C'est pourquoi la consigne que je vous donne, ne partez jamais du cahier de cours vers le sujet, mais partez toujours du sujet vers le cahier de cours et vous voyez vous-même la différence. Celui qui part du cahier de cours vers le sujet, c'est celui qui se dit lan mo génn. Lan mo génn, ça veut dire mais à quoi ou à quelle leçon se rapporte le sujet. C'est la meilleure manière de faire hors sujet, de passer à côté de ce qu'on vous demande. Parce que généralement, le sujet qu'on vous donne au bac est un sujet de synthèse qui peut nécessiter que les arguments j'aille les chercher de qu'est-ce que la philosophie jusqu'à l'esthétique. C'est pourquoi j'ai dit, on ne part pas du cahier de cours vers le sujet, mais on part du sujet, de sa lecture, de sa compréhension, pour aller chercher les moyens de l'argumenter dans le cahier de cours. Et cela permet non seulement de ne pas faire hors sujet, mais cela permet de délimiter le champ à l'intérieur duquel peut s'inscrire notre argumentation.